Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère incapable de fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal, et nous installe en pleine sauvagerie hurlante, mais descendons d'un degré. Qui parle? J'ai honte à le dire, c'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard.
que ce soit tiré d'un livre intitulé « La réforme intellectuelle et morale », qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, en dit long sur les mœurs bourgeoises. Mais descendons encore d'un degré. Et c'est le politicien verbeux. Qui proteste? Personne que je sache. Lorsque M. Albert Sarraut, tenant discours aux élèves de l'école coloniale, leur enseigne qu'il serait puéril d'opposer aux entreprises européennes de colonisation un prétendu droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de farouche isolement qui pérenniserait en des mains incapables la vaine possession de richesses sans emploi. Et qui s'indigne d'entendre un certain révérend père Barde assurer que les biens de ce monde, s'ils restaient indéfiniment répartis, comme ils le seraient sans la colonisation, ne répondraient ni aux desseins de Dieu, ni aux justes exigences de la collectivité humaine. Personne. Je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé du droit et de la religion, pas un défenseur de la personne humaine. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie d'où, à n'importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde, il paraît que c'est tiré de vieux squelettes du placard. Voir. Était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l'Algérie? Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes. Convenait-il de refuser la parole au comte d'Hérisson? Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers, amis ou ennemis. Fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de foi barbare? On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres? Il faut une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Goths. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il importait de signaler. Partialité, non. Il fut un temps où de ces mêmes faits on tirait vanité et où, sûr du lendemain, on ne mâchait pas ces mots. Une dernière citation. Je l'emprunte à un certain Carl Siget, auteur d'un essai sur la colonisation. Les pays neufs sont un vaste champ ouvert aux activités individuelles, violentes, qui, dans les métropoles, se heurteraient à certains préjugés, à une conception sage et réglée de la vie, et qui, aux colonies, peuvent se développer plus librement et mieux affirmer par suite leurs valeurs. Ainsi, les colonies peuvent, à un certain point, servir de soupape de sûreté à la société moderne. Cette utilité serait-elle la seule? Elle est immense. En vérité, il est des tares qu'il n'est au pouvoir de personne de réparer et que l'on n'a jamais fini d'expier, mais parlons des colonisés. Je vois bien ce que la colonisation a détruit. Les admirables civilisations indiennes, et que ni Deterding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront jamais des Aztèques ni des Incas. Je vois bien celles, condamnées à terme, dans lesquelles on a introduit un principe de ruine, Océanie, Nigeria, Nyasaland,
je vois moins bien ce qu'elle a apporté. Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois. Partout où il y a face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt, et en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée. L'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chourme, en chicotte et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton ou de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène, désorganisée, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On me targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux, et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi, au détriment des peuples, un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier, chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'étaient des sociétés démocratiques toujours. C'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait. Elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles n'avait de sens ni le mot « échec » ni le mot « avatar ». Elles réservaient intact l'espoir. Au lieu que ce soit les seuls mots que l'on puisse, en toute honnêteté, appliquer aux entreprises européennes hors d'Europe, ma seule consolation est que les colonisations passent, que les nations ne sommeillent qu'un temps et que les peuples demeurent. Cela dit, il paraît que dans certains milieux, l'on a faim de découvrir en moi un ennemi de l'Europe et un prophète du retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours. Où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine, où l'on m'a entendu prêcher un quelconque retour, où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact
trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce contact a été opéré, que c'est au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules, que l'Europe s'est propagée, que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route, et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdi avec eux une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'attendut à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'ils avaient de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a hanté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme sur la vieille inégalité. Que si c'est un procès d'intention que l'on me fait, je maintiens que l'Europe colonisatrice est déloyale à légitimer a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, attendu que la mutation brusque est chose toujours possible en histoire comme ailleurs, que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne, que l'équipement technique, la réorganisation administrative, l'européanisation en un mot de l'Afrique ou de l'Asie n'étaient, comme le prouve l'exemple japonais, aucunement liés à l'occupation européenne, que l'européanisation des continents non européens pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe, que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas il a été faussé par la mainmise de l'Europe. À preuve qu'à l'heure actuelle, ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse, que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes, que c'est l'Europe colonisatrice qui, à ce sujet, lésine, que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant, que c'est le colonisateur qui retient en arrière.